Je dirais que les femmes défenseuses des droits de l'homme ont beaucoup influencé les décisions, que ce soit dans la ratification des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, dans le vote des lois et la protection des victimes de violations des droits humains. Bref, elles ont beaucoup influencé dans l'adoption de ce que j'appellerais une législation nationale, parce que je parle surtout de mon pays, d'une législation nationale sensible au genre en général. Je parle de tous les droits consacrés, par exemple, par nos différentes législations. La Constitution, par exemple, elle parle des droits humains, mais elle parle aussi des droits de la femme et surtout de l'égalité de genre. Et je crois que c'était important. Le Code électoral, lui, il consacre quelque peu la participation politique de la femme. Le Code des personnes et de la famille, il parle principalement des exemples, parce que ce n'est pas tout, du statut de la femme et de la gestion des biens familiaux, par exemple. Les droits sociaux contenus dans le Code du travail, le Code pénal, le Code de procédure pénale, par exemple, les conditions de garde à vue et de détention des femmes. Ça, ce sont les lois. Les lois protégeant particulièrement les femmes contre les violences basées sur le genre. Nous avons une loi particulière à ce sujet. Nous avons aussi d'autres mesures particulières. Par exemple, les plus jeunes vont se dire, mais ce n'est pas possible. On parle de droit d'ouvrir un compte bancaire personnel, par exemple, pour les femmes. Avoir un titre de voyage. Le droit de voyager sans autorisation préalable du mari. Le droit au crédit bancaire. Le droit au crédit immobilier, surtout. Le droit maintenant de s'opposer à toute transaction immobilière non consentie entre époux. Le crédit, les ventes, les hypothèques. Bon, les défenseurs des droits humains ont beaucoup contribué aussi dans le droit à l'éducation, à la formation et l'apprentissage des femmes et des filles. Je pense, par exemple, à la gratuité des frais scolaires depuis l'année scolaire 2005-2006, même si aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment gratuité. Ça, c'est au niveau des droits en général. Alors, si on va dans les droits, par exemple, au niveau des droits à la participation politique, un domaine qui intéresse beaucoup les défenseuses des droits humains et surtout les femmes. Bon, j'irai très loin en disant que le droit de vote reconnu aux femmes en 61, par exemple, pour dire que le Burundi était plutôt un pionnier dans ce genre. Certains me diront, mais est-ce que les femmes y étaient pour quelque chose? Si on devait aller dans le fond, je dirais oui, parce que de toute façon, le prince Louis Rwagasore, qui a décroché de longue haleine la reconnaissance de ce droit, avait vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient suivi son mouvement. Au niveau des droits politiques aussi, l'institution des quotas au niveau de la Constitution, des autres lois en faveur des femmes. Je crois que les défenseuses des droits de l'homme y ont participé énormément. L'institution des quotas. Le quota, par exemple, au niveau du Parlement, on sait d'où il vient. Ce sont les femmes qui se sont battues au niveau à Arusha, par exemple. Au niveau du gouvernement, les 30%. Au niveau des communes, la présence obligatoire des femmes sur les listes électorales. Nous avons on appelle les listes zébrées. C'est-à-dire que sur autant d'hommes sur une liste, il doit y avoir une femme. Dans le domaine de la prévention, de la recherche et de la consolidation de la paix, les femmes défenseuses des droits de l'homme se sont investies énormément dans la prévention de la crise de 2015, comme on le sait, au niveau interne, régional et même international, en usant de toutes les voies diplomatiques et autres. Maintenant, aura été bien sûr la marche du 10 mai 2015. Au niveau interne, même au plus bas, le réseau des femmes, il y a un réseau des femmes médiatrices qui se sont mobilisées, engagées et investies au niveau local et national pour mener des actions de terrain pour mettre fin aux hostilités et promouvoir le dialogue. Nous nous souviendrons, certaines sûrement, des rencontres qui étaient organisées par les femmes vivantes, en collaboration avec d'autres, bien sûr, mais les rencontres des femmes qui vivaient dans les quartiers périphériques
dites alors, on les appelait les ghettos ou des quartiers ghettoisés ou balkanisés. C'était les femmes de Moussaga, Kamenge, Kinama, Chibitoke, qui se retrouvaient pour se rencontrer et parler de paix à l'époque où il y avait une grande crise. Au niveau national, nous parlons, ce sont quelques exemples que je donne, le réseau des femmes médiatrices qui sont dans les communes, dans toutes les communes du pays et qui s'investissent aussi dans des actions de recherche de la paix, dans le processus de paix. Au niveau national aussi, les femmes ont toujours été associées à tous les programmes de consolidation de la paix mis en place par le gouvernement. Ça, c'était les crises dans les réformes de l'administration, des corps de défense et de sécurité, les comités de pilotage tripartite. On se souviendra de toutes ces étapes auxquelles les défenseuses des droits humains ont beaucoup participé. Et souvent, elles se sont investies malgré, contre peut-être la volonté ou la bonne volonté des autres acteurs. Mais elles se sont imposées, elles étaient là pour apporter leur contribution. Les femmes défenseuses des droits de l'homme ont aussi participé et participent encore dans le domaine de l'assistance et de la protection des victimes. Parce qu'en marge du plaidoyer pour la mise en place des lois et autres mesures en faveur des droits, les femmes interviennent aussi dans le domaine de l'assistance humanitaire, dans le domaine de la protection. Ça, c'est un résumé de ce que l'on peut appeler les succès dans tous les domaines économiques, politiques, juridiques. Elles interviennent et elles ont intervenu dans beaucoup de domaines. On leur doit énormément de choses. Un autre grand succès est peut-être vu par les personnes qui ne sont pas des défenseurs des droits humains et au niveau des institutions politiques. Je crois que les défenseuses des droits humains avaient acquis un statut assez intéressant. Je pourrais dire que c'était, à un certain moment, elles étaient pour des partenaires stratégiques du gouvernement ou des institutions publiques qui leur permettaient d'influencer les institutions de l'État dans plusieurs domaines. Parce qu'elles étaient considérées comme des expertes. Et elles l'étaient et elles le restent grâce aux régulières activités de renforcement des capacités de leurs organisations et leurs partenaires. Un autre succès que l'on observe lorsqu'on voit ces défenseuses sur le terrain, c'est la spécialisation. Je viens de le dire et je le répète encore, elles se spécialisent. Donc, il y a beaucoup d'associations, une dans ce domaine, une autre dans un autre domaine, une autre dans un autre domaine. Mais la beauté de la chose, c'est que lorsqu'il faut qu'elles agissent, souvent, elles agissent en synergie et en partenariat stratégique. Je crois que je vais aller très vite pour les succès. Il y en a beaucoup, mais les minutes qui m'ont été allouées ne me permettent pas d'aller plus loin. Pour les défis, je vais aller très vite aussi, mais je vais laisser peut-être la chose être mieux élaborée par une autre. Je crois que les défis que nous avons, c'est que les défenseuses des droits de l'homme ont, c'est le contexte, bien sûr, politique et sécuritaire. Les défenseurs sont pris pour des opposants politiques, ils sont menacés. Des exemples ne manquent pas, vous le voyez, ce que nous déplorons aujourd'hui. Elles sont tuées, elles sont emprisonnées, elles sont malmenées. Il y a aussi peut-être cette fracture sociale et politique, parce qu'il y a aujourd'hui des camps. Parce que souvent, je l'avais dit, la beauté des défenseuses des droits de l'homme, c'est quel que soit leur bord politique ou autre, lorsqu'il s'agissait de défendre des droits humains, se mettaient ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que souvent, il y a des droits qui ne sont
plus tellement humain, mais politique, ethnique. Bon, j'avance aussi quelques questions. Est-ce que les défis seraient peut-être en déficit dans l'encadrement des jeunes? Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a un manque d'encadrement? Parce que souvent, les plus anciennes ont été encadrées par des associations féminines affiliées aux partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques ou les autres organisations sont-elles des cadres pour encadrer les défenseuses des droits humains? On parle de l'UFP, Abakenyarugamba, beaucoup. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Est-ce qu'il y a un manque d'encadrement? Est-ce qu'il y aurait peut-être une mauvaise perception par les plus jeunes maintenant des activités d'activisme confondues à ce au penchant, à l'autre face de la médaille négative des activistes qui sont appelés alors des militants, et des militants souvent politiques? Est-ce qu'il y aurait des gens qui voient dans ces activistes, dans ces défenseuses, des visées politiques, des postes politiques? Est-ce que les conditions de vie difficiles obligent peut-être les jeunes à s'investir beaucoup plus dans la recherche de la survie plutôt que dans l'engagement à des causes mettant en avant le bien public, le bien commun? Peut-on parler des intérêts des jeunes? Voilà autant de questions que l'on peut se poser quant aux défis d'aujourd'hui. Je ne parle pas bien sûr de la situation particulière des défenseuses des droits humains qui se trouvent en exil, et je crois que Madame Elali en a parlé, je ne peux pas le répéter.